Bonsoir Jacques Osler. Bonsoir Jean-Louis. Alors nous vous retrouvons pour votre chronique Parlons d'Europe et ce soir, dans le cadre du chapitre Quelle Europe pour demain, vous allez consacrer cette chronique au volet de l'union politique. Effectivement Jean-Louis, l'union politique, c'est le 4e axe de progrès du rapport Van Rompuy. Je vous rappelle, vers une véritable union économique et monétaire. Alors, chaque génération doit participer à la composition de cette symphonie politique sans prétendre l'achever jamais. Rien ne se fait sans les hommes, rien ne dure sans les institutions, disait Jean Monnet. Et Bourlange lui répond « Oui, mais cela fait 20 ans, depuis la mort de Mitterrand, que l'on n'a pas vu d'Européens à la tête de nos grands pays européens. » D'où une pause trop longue. Alors Monnet poursuit. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité. Ils ne voient la nécessité que dans la crise. Eh bien la crise, nous y sommes. Et la crise est une opportunité. Donc il nous faut la saisir. La phase pompier est achevée. Il nous faut amplifier d'urgence la phase architecte. Nous ne sommes toujours pas sortis du dédale de la crise. Et nous en cherchons toujours l'issue. Pourtant, les fondamentaux économiques de l'Union européenne sont meilleurs que ceux des États-Unis et du Japon. Et pourtant, le moral des Européens, puis surtout des Français, et la confiance des étrangers sont au plus bas. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de capacité de décision efficace dans l'Union européenne, de décision rapide, constante et incarnée dans un leader identifié, légitime et démocratiquement contrôlé par un peuple motivé et éclairé. Alors, que faire ? Eh bien, il faut bouger. Il faut construire une Europe différenciée par cercles concentriques. La zone euro, qui sera le noyau dur au centre, et l'Union à 28, voire plus, à la périphérie. Alors Jacques, on peut se demander si l'union politique de la zone euro est possible. Elle me semble possible et elle est souhaitable. À tout le moins, elle est souhaitable pour corriger l'erreur historique de la gouvernance boiteuse. Rappelez-vous, cette jambe monétaire vigoureuse, mais une jambe économique atrophiée. Il faut instituer une union politique au minimum dans le champ économique. Cette coopération renforcée, c'en serait une, constituerait une avant-garde ouverte à tout pays de l'Union européenne qui souhaiterait la rejoindre. Elle serait présidée à temps plein, sans autre responsabilité nationale comme aujourd'hui, par un ministre des Finances de la zone euro, chargé de coordonner les politiques économiques, de faire des propositions au Parlement, de les faire appliquer ensuite, et de diriger un trésor public en charge de la gestion de la dette européenne. Il devrait faire progresser les convergences, promouvoir une harmonisation fiscale et sociale, et peut-être plus tard, rêvons un peu, une politique étrangère et de défense commune. Pour définir son rôle, sa mission et son statut, l'on pourrait transposer ceux du haut représentant pour les affaires étrangères et de la sécurité, c'est-à-dire Catherine Ashton. Ainsi, notre ministre serait nommé pour 5 ans, il présiderait d'une façon permanente le Conseil des ministres de la zone euro et serait vice-président de la Commission européenne. Certains, comme Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des affaires étrangères de notre Assemblée nationale, préféreraient ne pas confondre les missions de gestion du ministre et celles de contrôle du commissaire européen aux affaires économiques. C'est une position qui se défend. Ensuite, le Conseil des ministres de la zone euro existe déjà. Il suffirait d'étendre le champ des délégations où il décide à la majorité. La Commission européenne pourrait davantage se structurer avec des super-commissaires, celui des affaires étrangères et de la défense qui existe déjà, et celui de l'eurozone qu'on propose de créer, ce qui serait un remède à la pléthore de la Commission. Il faudrait un Parlement dédié qui devrait légiférer et contrôler la zone euro. Alors ce pourrait être le Parlement européen actuel, réduit toutefois aux seuls députés des pays de l'euro. Une sorte de nouvelle commission du Parlement européen, mais avec pouvoir législatif quand même. D'autres préféreraient un Parlement spécifique, composé comme la COSAC. Alors je rappelle, la COSAC, c'est la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires. Donc, un Parlement composé de députés nationaux et de députés européens. Pour ne pas rendre l'Europe plus illisible encore, par la multiplication des institutions, personnellement, je préfère la première solution, celle de recourir au Parlement européen qui existe déjà. Cette institutionnalisation d'une véritable union économique et monétaire
intégrerait plus harmonieusement et plus démocratiquement les improvisations dans l'urgence qui ont dû être instaurées par les pompiers. Alors Jacques, tout à l'heure en début de propos, vous avez parlé des autres cercles concentriques. Qu'est-ce donc ? Eh bien Jean-Louis, j'en vois trois. Tout d'abord l'Union à 28, l'espace économique européen, puis enfin le voisinage. L'Union à 28 ne saurait se dégrader en une simple zone de libre-échange à la carte où chaque pays picorerait les politiques communes qui lui conviennent et délaisserait les autres. Soyons clairs. C'est à la mode britannique. Elle doit maintenir les acquis communautaires, règles communes, solidarité, et poursuivre la construction, certes à un rythme moins soutenu que le noyau dur, mais poursuivre quand même. C'est donc le contraire d'un chantier de démolition. L'achèvement du marché unique doit se poursuivre, notamment par l'harmonisation fiscale et sociale. Ce premier marché mondial, par son importance, doit permettre à l'Union à 28 de développer sa puissance normative dans le monde. Les frontières devront aussi être définies vers l'Est et le Sud-Est, plus clairement vers l'Ukraine et la Turquie. Le fonctionnement de l'espace Schengen, qui laisse un peu à désirer en ce moment, devrait être amélioré par davantage de solidarité vis-à-vis des pays frontières et davantage d'efficacité, notamment de l'agence Frontex. Des développements de coopération renforcés sont possibles, je dirais même souhaitables, pour bien marquer l'ambition et la nature de ce second cercle, c'est-à-dire pas de régression, mais une progression plus lente, mais progression quand même. Parlons de l'espace économique européen, qui existe aujourd'hui, mais dans la discrétion. Il comprend la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein. La Suisse a refusé, en 1992 par référendum, d'y être associée. Son objectif, ce sont les 4 libertés de la zone de libre-échange. Alors, libre circulation, des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. Mais cette zone, sans les politiques communes, il n'y a pas de politique agricole, par exemple. Les participants seraient des consommateurs des institutions sans en être les auteurs. On mettrait tout en commun, tout le commercial, sauf le politique. Ce pourrait être une structure d'accueil durable, sans vocation à intégrer un jour l'Union européenne. C'est ça le point important. Cet espace pourrait donc accueillir l'Ukraine et la Turquie, et même la Grande-Bretagne, si celle-ci décidait de sortir de l'Union européenne lors de son référendum programmé par Cameron pour 2017. Enfin, la politique européenne de voisinage, qui existe déjà, pourrait s'appliquer, avec ses contrats d'association, à la périphérie de ce nouvel ensemble. Alors Jacques Oessler, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette chronique consacrée ce soir à l'union politique ? Eh bien, Jean-Louis, n'oublions pas que les réformes institutionnelles dont je viens de parler sont secondaires par rapport à l'essentiel, c'est-à-dire la volonté politique. Malheureusement, c'est elle qui aujourd'hui nous manque le plus. Alors, la maîtrise du rythme pour ces réformes institutionnelles sera déterminante pour conduire à bien toutes ces réformes. À traité constant ou à révision modeste pour rester ratifiable par les seuls parlements, le temps de se réconcilier avec les opinions publiques. C'est ça la grande condition. Ce qui est à entreprendre d'ailleurs, cette réconciliation, dès les prochaines européennes. Plus tard, des projets plus ambitieux deviendront à leur tour réalistes. Le réalisme est un marathon. La tortue en est consciente, mais comme Jean Monnet, elle n'est pas optimiste, elle est déterminée. Mon souhait, Jean-Louis, c'est soyons-le aussi. Merci Jacques Oessler, on va vous retrouver dans 15 jours, bien sûr, pour un autre rendez-vous avec Parlons d'Europe. Un mot quand même pour celles et ceux qui aimeraient approfondir leurs réflexions suite à l'écoute de votre chronique. On peut retrouver à la fois des commentaires, mais aussi ces chroniques qui sont à podcaster sur un site dédié. Oui, c'est le mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques et à dans